Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition des Rendez-vous Sérimania. Première édition l'année 2021 avec le premier phénomène sériel de l'année, la série Lupin que Netflix a mis en ligne depuis le 8 janvier. Phénomène médiatique, phénomène critique, phénomène public. On va en savoir plus avec les créateurs de la série, mais tout d'abord la bande-annonce. Vendredi prochain, il y a une fondation qui va mettre aux enchères un collier. On va le voler. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Bien, faut que je te demande un truc, c'est incroyable. Je pense vraiment que notre suspect se prend pour Arsène Lupin. Et puis la méthode, le panache, le style, le talent. Ça va être quoi après D'Artagnan, les trois petits cochons? Vous m'avez sous-estimé. Parce que vous m'avez pas regardé. Vous m'avez vu. Mais vous m'avez pas regardé. Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition. Donc, j'ai à mes côtés Isabelle Degeorges, vous êtes la productrice de la série, vous êtes également directrice de Gaumont Télévision. À vos côtés, Louis Leterrier, vous êtes le réalisateur des 3 premiers épisodes, vous avez réalisé le pilote, vous avez un rôle essentiel dans l'histoire de la série puisque vous avez posé sa grammaire. Donc, à partir du travail que vous avez fait, on va en parler, eh bien, vos petits camarades derrière ont suivi vos traces. Et en face de moi, j'ai Damien Couvreur qui est le directeur des séries françaises de Netflix. Alors, première question, évidemment, c'est facile. C'est un succès évident. Donc, enfin, aujourd'hui évident. À l'origine, repartir sur un personnage créé au début du XXe siècle, qui a connu plein d'adaptations, aux États-Unis, en cinéma muet, en France, on se rappelle des séries télévisées, également en Asie, où le personnage est devenu un héros de manga. En 2012, les droits du livre rentrent dans le domaine public, et c'est là que commence la bataille de qui va adapter Lupin. Et c'est là où, entre guillemets, Isabelle, vous commencez à intervenir. Oui, je pense qu'on a été plusieurs producteurs à se dire que c'était une marque absolument incroyable et un personnage extrêmement original. Et on a été effectivement nombreux à réfléchir à comment adapter Lupin aujourd'hui. Après, est-ce qu'il fallait le laisser dans son époque, contemporain, d'anticipation. Et c'est une réflexion qu'on a menée assez rapidement avec Damien. Et voilà, c'est un projet au long cours chez Gaumont. Et voilà. Et donc, on a proposé à plusieurs auteurs de réfléchir à la série, et jusqu'à ce que des auteurs nous proposent cette histoire de transmission père-fils entre un père et un fils qui nous plaisait beaucoup. Et Omar est arrivé assez rapidement sur le projet. Parce qu'il est crédité comme producteur artistique. D'ailleurs, ça a interrogé certains. Ce terme de producteur artistique, ça couvre quoi ? C'est tout son investissement en amont et en aval de la série. Au-delà de son travail de comédien, son travail avec nous sur le personnage, sur les textes, les discussions qu'il a pu avoir, que ce soit avec Damien, avec Louis, sur son personnage, et puis le travail en aval, sur le montage, etc. C'est vraiment c'est un vrai travail qui va au-delà de son travail de comédien. Damien, ce qui est intéressant quand on voit le spectre des propositions Netflix, c'est que vous n'êtes pas allergique aux costumes. Si on prend par exemple un héros récent qui est Enola Holmes, qui est de la famille de Sherlock Holmes, vous êtes resté dans le même univers. Donc là, avec Lupin, vous avez décidé d'avoir un angle contemporain. Ça a été quoi la base de la réflexion de se dire qu'aujourd'hui, ce personnage devait avoir un ancrage contemporain et avec également, ce qui est intéressant dans la série, des thématiques très contemporaines qu'on devinait peut-être pas forcément en lisant le livre. Il y en a deux, il y a déjà je trouve ça assez riche, créativement parlant, de se projeter dans un monde avec un personnage qu'on connaît très bien, avec lequel on a grandi. Comme Hassan dans la série, moi j'ai grandi en lisant Lupin, et finalement le fait de se projeter soi-même en lisant ce personnage dans un monde contemporain, ça libère l'imaginaire, ça permet d'être au Louvre avec la pyramide plutôt qu'au Louvre sans pyramide au début du siècle par exemple. Et puis je pense que dans toute la réflexion autour de nos contenus, il y a à la fois cette envie d'être très contemporain, c'est-à-dire de parler à un public, et même un public parfois jeune. On voit que la série a touché un public très familial, mais en même temps, on cherche à s'inscrire dans ce qu'est la culture et le patrimoine français. On fait des projets qui racontent quelque chose de la France. Et finalement, cette proposition que Georges Quay a fait, parce que tout est parti de la proposition de Georges, qui est l'auteur principal et créateur de la série, c'était aussi de recréer un personnage, le personnage d'Hassane Diop, qui, comme nous, comme beaucoup de Français, et comme vous l'avez dit, beaucoup de gens dans le monde, sont inspirés par l'imaginaire et le personnage d'Arsène Lupin. Donc pour nous, c'était vraiment le plus riche
en termes de potentiel créatif de créer ce personnage aujourd'hui qui s'inscrit lui-même dans un monde où Lupin existe. Alors, ce qui est intéressant dans le CV, j'allais dire, de Georges Quay, c'est qu'il a travaillé sur Killing Eve, il a travaillé sur Criminal, donc des séries avec des angles plutôt sombres, avec ce qu'on appellerait aujourd'hui des séries un peu edgy. Vous aviez l'option de choisir vers quelque chose peut-être de plus sombre, vous êtes allé vers quelque chose de plus familial. Qu'est-ce qui a décidé ce choix narratif, puisque vous aviez là, j'allais dire, plein d'options possibles. Et c'est là encore, dans les choix des propositions Netflix, vous avez toutes ces couleurs d'angles possibles au niveau narratif. Là, vous êtes clairement allé vers un divertissement familial. Il y a de la violence, je dirais, entre guillemets, il n'y a pas de sang, par exemple. Pourquoi ? On avait envie de s'amuser. Je crois que Louis, lui en parlera, Georges et Isabelle en parlent aussi. C'est un personnage, surtout quand on a la chance d'être avec un acteur comme Omar, on peut aller dans le drame. Et il y a beaucoup de la série en réalité qui raconte une histoire de transmission familiale, qui raconte des choses lourdes. C'est quand même un personnage qui est d'une certaine manière coincé entre son père et son fils, qui cherche sa place lui aussi dans sa famille et dans ce monde-là. Mais quand on a un acteur aussi comme Omar qui peut jouer la comédie comme le drame et avoir toute cette palette, je pense qu'en fait on avait envie d'être libre et en même temps de notre côté, dans l'accompagnement du projet, vraiment l'envie de s'amuser et de construire un vrai divertissement qui a du sens, parce que je crois que l'autre point fort de la série, c'est qu'elle raconte quelque chose sur le monde dans lequel on vit, mais ça n'empêche pas de le faire de manière ludique, divertissante et un petit peu différente de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde des séries françaises. Alors Louis, vous avez posé plein de codes de la série qu'on va suivre au fil de l'eau. Déjà, comment vous êtes arrivé dans cette aventure ? Je sais qu'il y a une relation particulière qui vous lie à Omar, mais pas que, j'imagine. Depuis très longtemps, d'ailleurs, depuis 2012, je pense, c'est ça. Je me souviens très bien. D'ailleurs, je préparais un test que j'allais faire sur Dark Crystal, la première série que j'ai faite pour Netflix, mais qui a duré 4 ans de préparation, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est parlé la première fois. Et c'était l'idée justement, quand Isabelle, Damien et Nathan m'ont appelé, c'était pour créer une série autour d'Arsène Lupin, et avec Omar en tant qu'acteur principal. Mais donc, on ne savait pas ce qu'on allait faire pour l'instant, c'était ça. Et on s'est attendu, voilà, je l'ai attendu. Un jour, j'ai reçu un appel en me disant, ça y est, on a une idée, il faudrait que tu rencontres Georges Quay. J'étais justement à ce moment-là à Londres en train de finir ma série. Georges et moi, nous sommes assis ensemble et j'ai adoré cet homme. J'ai adoré tout son humour, son univers, son intelligence. Et je me suis dit que, évidemment, connaissant très bien Omar, parce que c'est mon ami depuis une vingtaine d'années, je me dis c'est exactement ce qu'il faut faire. On va pouvoir, avec l'idée de Georges et le talent d'Omar, créer quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, ce qui est intéressant quand on voit vos films, c'est qu'il y a un côté vraiment pur divertissement, pur fun. Ça va vite. Je pense à Insaisissable qui a été le succès qu'on connaît. Là, dans les choix que vous avez faits avec Arsène Lupin, il y a clairement un côté épopée, mais il y a des moments aussi où les scènes plus intimes et autres. Comment vous avez joué la bonne graduation entre les deux ? Je me suis inspiré du scénario et j'ai justement joué un petit peu. Regardant beaucoup de Netflix, justement, et étant un grand consommateur de séries, je trouve ça intéressant qu'il y ait des monts et des vallées, et que ça s'arrête un petit peu, et que ça reprenne, que ça soit surprenant surtout, que justement les personnages évoluent et qu'on prenne le temps d'évoluer. C'est ça qui est intéressant justement avec justement le format de série. Donc voilà, je savais que j'avais un petit peu de temps, j'étais très très bien entouré, vraiment on me disait fais ce que tu veux, absolument ce que tu veux, évidemment dans un cadre de série, Insaisissable, ce sont des films à grand spectacle et à gros budget. Là, on avait un petit peu moins. Donc, justement, il fallait qu'on trouve des systèmes pour que justement ce divertissement arrive au niveau de l'espérance de tout le monde. Et en même temps, il fallait créer des moments plus simples entre les personnages. Et je trouve qu'on a trouvé l'équilibre assez rapidement. Vous posiez la question de Damien sur le côté un peu dramatique de Georges, en tout cas de son CV. C'est vrai qu'au départ, c'est une histoire un peu compliquée de vengeance, etc. Mais en fait, à partir du moment où on a commencé à travailler ensemble, on a commencé à tourner, on a trouvé un petit peu l'essence justement de notre Lupin. Avec
Et c'est réellement grâce à Omar. C'est ce que Omar, et puis tout le reste du casting qu'on a pu assembler, plus les textes qu'on améliorait, qu'on changeait de temps en temps, on a trouvé vraiment le thème en le faisant. C'était agréable. Alors, il y a un autre élément qui est important, c'est les choix visuels. C'est une série française, c'est tourné à Paris, ça montre un Paris particulier, il y a des équilibres entre les deux, il y a des endroits iconiques comme le Louvre, il y a une vie de la banlieue française qu'on voit aussi, qui n'est pas si courant que ça quand on parle de la France à l'international. Justement, là encore, comment vous avez fait c'est quoi les options et pourquoi vous avez fait ces choix-là en particulier? Je ne sais pas si c'est moi qui dois répondre. Ce que je dirais, c'est que de notre côté, nous, on était justement hyper excités de cette représentation et de cette diversité dans la série. Et je pense que c'est... Souvent, on filme Paris, soit le Paris hyper patrimonial, très carte postale, soit le Paris plus sombre, où on est dans une mise en scène des banlieues pas valorisantes. Ce que je trouve intéressant dans la série, c'est qu'on raconte tout ça, en fait. On crée ces contrastes et on assume que ce monde est un seul monde dans lequel un personnage comme Hassan peut évoluer sans frontières, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, on traite d'autres problématiques de vivre dans cette ville et dans cette société à travers la série. Mais nous, on avait vraiment envie d'assumer Paris dans toutes ses facettes. Et au-delà de cette envie, je pense que le concept, enfin, Lupin, c'est un personnage à multiples facettes qu'on incarne, nous, à travers tous les personnages que Omar va être amené à jouer. Et c'est en ça que, évidemment, Lupin amène énormément de fun. Et ce personnage à multifacettes doit effectivement, forcément, se mouvoir dans un Paris à multiples facettes. Et ça correspond, ce Paris dont vous parlez, qui est effectivement le Paris de la banlieue, le Paris riche, le Paris fun, c'est le Paris d'Hassan et c'est le Paris de Lupin. Il y a un autre élément qui ne figurait pas dans les bouquins de Leblanc, c'est tout ce que ça dit de la société contemporaine, d'un certain discours autour de la justice, un certain discours autour des différences sociales. Et c'est vrai que dans un divertissement familial, c'est pas forcément des choses, je ne veux pas dire qu'on surligne, mais qu'on note. Et là, on le voit aussi, il y a certaines répliques, il y a certaines situations qui poussent à s'interroger. C'est intéressant d'avoir mis ça dans le mix global de la série. Moi, je trouve qu'on est dans la lignée, justement, des romans quand on raconte ça. Parce que dans Lupin, Arsène Lupin, le Arsène Lupin de Maurice Leblanc, est un personnage issu du peuple, qui a eu... il vient d'un milieu extrêmement modeste. Il prend aux riches, il ne prend qu'aux riches. Donc, on a déjà quand même... C'est pas Robin des Bois non plus, c'est ça qui est intéressant. Non, il ne redonne pas. Ouais, il ne redonne pas forcément. En tout cas, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas dans ce... Mais on a quand même déjà dans les romans de Maurice Leblanc ce décalage entre... il y a une société pour les riches et une société pour ceux qui n'ont pas. Et c'est finalement ça qu'on traite également, sauf qu'on a modernisé et qu'on a rajouté des sujets beaucoup plus contemporains. C'est vrai que là où c'est confusant, confusant, en tout cas original, c'est que dans beaucoup d'adaptations, on a beaucoup insisté sur le côté ludique. Le côté ludique de la performance, du vol, du personnage débonnaire, j'allais dire. Alors que vous, il y a beaucoup plus, j'allais dire, il y a 50 nuances de gris. On a utilisé la thématique comme son super pouvoir, en fait. C'est justement son invisibilité est aussi dû aux couleurs de sa peau, au costume qu'il met sur lui. C'est-à-dire qu'un homme noir qui met un costume 3 pièces, violet justement qu'on a choisi, c'est évidemment un prince. Voilà, il sort de la masse. Et puis un homme noir qui met un costume de nettoyeur, évidemment, il disparaît. C'est l'invisible. On a travaillé l'invisibilité sociale. Pour moi, c'était quelque chose de très important. Pour nous tous, on l'a découvert assez rapidement. On s'est dit, c'est ça vraiment son pouvoir. Et il utilise justement le regard de l'autre. On en parle justement, il y a une très belle phrase dans la série qui dit tu m'as vu mais tu m'as regardé, tu m'as pas vu, c'est quoi? Tu m'as vu mais tu m'as pas regardé. Je suis toujours inversé. Tu m'as vu, tu m'as pas regardé. Et je trouve ça intéressant justement de se dire que le regard de l'autre et justement c'est son tour de magie, c'est son côté magicien et il utilise ça comme justement pour la manière de disparaître. Alors, l'autre chose, et qui est un choix également intéressant, je trouve, dans la série, c'est que, évidemment, c'est une série très contemporaine, on joue sur la technologie, sur tout ce qu'elle apporte aujourd'hui, mais en même temps, on reste très concret. C'est-à-dire que parfois, dans ce type de divertissement, on a tendance à pousser un peu le bouchon et d'aller... Et là, en fin de compte, vous avez pris le parti de choses... Par exemple, le simple fait, par exemple, quand il dérobe des choses dans piquer, par exemple, une clé à une bonne dans un couloir, c'est tout simple, mais ça marche vachement bien. Et
mais vous n'avez pas non plus joué la surenchère au niveau des trucages, ou en tout cas de tout ce que la technologie peut apporter aujourd'hui, alors que dans certains films où on peut voir des similitudes avec Lupin, au contraire, là, on y va. Ça, par exemple, la clé, c'était des choses improvisées sur le plateau. C'est des choses qu'on a trouvées. Au début, il rentrait, il se faufilait, il rentrait dans une chambre, on n'avait pas trouvé. Et puis je me suis dit, ah oui, c'est intéressant. Tiens, mon assistant vient, tu peux me trouver quelqu'un pour jouer une femme de ménage qui passe. Et on a répété pendant une seconde. C'était assez drôle de trouver des choses comme ça. Ça marche très bien. En fait, on voulait pas. Justement, on ne voulait pas souligner et surligner un petit peu tous ces tours pour se dire que ça fait partie de son mode de vie, ça fait un petit peu partie de... Vous voyez, en fait, il y a plein de moments dans la série où on le voit faire un petit tour de magie, un tour de passe-passe, des choses assez simples pour lui, qui sont des choses qui sont... Même quand il rencontre Claire, Ludivine Sagnier, la première fois, il est en train de faire une cocotte, il est en train de changer des choses. Voilà, c'est que du passe-passe, c'est que de la magie, c'est de la prestidigitation, c'est sa vie. Et c'est ça qui est intéressant, parce que justement, ça rend le côté très crédible et très humain du personnage. Tout à fait. Et très merveilleux. Moi, c'est oui, ce que je trouve très fort et très réussi dans la série. C'est justement de ne pas aller dans la technologie, c'est aussi ne pas aller dans la justification. C'est un personnage avec qui on a beaucoup de familiarité par son histoire personnelle, mais qui en même temps reste un magicien qui peut vous charmer, qui peut vous dérober, qui peut vous surprendre. Et je trouve que le fait qu'on ne cherche pas toujours à justifier dans la série comment il opère, et qu'on garde ce côté magique, merveilleux autour des personnages, est vraiment une grande réussite aussi de la série. Alors je voudrais parler du casting, que je trouve personnellement très réussi. Bon, évidemment, il y a Omar Sy, il y a Nicole Garcia, il y a Ludivine Sagnier, c'est des figures. Il y a Omar Sy dans 20 rôles différents. Voilà. Mais à côté de ça, le personnage du commissaire de police, le personnage de l'ami antiquaire, c'est des visages que même les Français connaissent peu ou pas. Alors que quand on connaît l'importance et l'enjeu, on aurait pu avoir une piste aux étoiles au niveau des comédiens. Et j'imagine que quand on a un projet de cette ambition, globalement, on n'a pas trop de mal à attirer des super talent. Là, comment ce travail de casting s'est fait? Parce que, pour le coup, il y a des vraies révélations au niveau des comédiens. Déjà, il faut trouver un très très bon directeur de casting. Et on a trouvé quelqu'un qui s'appelle Michael Langens, qui est absolument génial, qui nous a vraiment utilisé et qui a vraiment compris la série, la thématique de la série, l'ambiance de la série. Vraiment, on a travaillé beaucoup avec lui. Puis ensuite, moi qui en ai fait beaucoup de films, genre justement à multiface, avec un gros casting, souvent les acteurs s'attirent l'un et l'autre. C'est-à-dire que Omar Sy attirera Ludivine Sagnier, qui attirera Clotilde Dem, qui attirera Nicole Garcia. Voilà, c'est des choses c'est comme ça qu'on monte un peu un casting. Pour moi, ce qui était le plus important, c'était de découvrir... C'était d'avoir le vrai bon casting. Moi, ne vivant pas en France, je ne connais pas absolument tous les acteurs français. Je ne les ai pas vus 1000 fois dans des films. Pour moi, c'était, quand je voyais les acteurs en casting, je me disais, ah, cette personne est vraiment la bonne personne pour jouer ce rôle. Et à ce moment-là, j'appelais Isabelle et Damien, ils me disaient, ah oui, cette personne était dans c'est intéressant, ou pas, ou c'est une découverte. Mais voilà, pour moi, c'était un équilibre, c'était le bon équilibre. Ça racontait la bonne histoire. Et c'est justement, on parle de thèmes, d'ambiance, d'humour. Tout le monde a quelque chose de supplémentaire. Personne ne joue son rôle exactement comme il est écrit. Et ça, c'est intéressant. Si on regarde un petit peu la vie potentielle des séries sur Netflix, et partant du principe que Arsène Lupin n'est pas une mini-série événementielle, mais une série amenée à, est-ce que quand vous avez posé les bases de la série, vous vous êtes déjà dit, la première histoire, on sait à peu près où on ira, la deuxième, jusqu'on ira, ou au contraire, vous attendez un peu de voir comment les choses vont évoluer, comment le public a réagi, comment pour avancer plus loin la potentialité d'une deuxième ou d'une troisième saison? Il y a les deux options possibles. Je crois que surtout on s'est donné les conditions dans le développement de la série de pouvoir faire ce qu'on avait envie de faire ensuite et ce qui serait le mieux d'un point de vue créatif. C'est-à-dire quand on a ce concept, encore une fois, aussi fort que Georges a créé, c'est-à-dire un personnage qui vit dans le monde de Lupin, mais qui n'est pas Lupin, qu'on peut emmener où on veut, cette profondeur de personnage avec le destin familial, la vie intime, le père au présent, et toutes les facéties merveilleuses du personnage d'Hassane Diop, je pense qu'on a en fait les éléments pour emmener ce personnage là où on décidera de l'emmener par la suite. C'est ce qui, à mon avis, rend
le concept particulièrement puissant et qui fait que on a construit une première histoire qui est racontée sur cette saison 1 en 2 parties et qu'on aura la faculté de réinventer des histoires ou de faire évoluer ce personnage avec beaucoup de liberté créative par la suite, tout en restant fidèle à ce qu'on a créé. Alors là, aujourd'hui, on est à la fin d'un temps 1 de l'épopée Arsène Lupin. Souvent, il est plus facile d'analyser un échec qu'un succès. Parce que, bien évidemment, tout le monde espère et tout le monde se réunit autour d'une table pour que ça fonctionne. Mais quand ça fonctionne à ce point-là, ça doit interroger, voire se demander véritablement le pourquoi du comment. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous commencez à comprendre, à décrypter par rapport au retour, par rapport au ressenti, par rapport à ce que vous aviez envisagé ou la façon dont les spectateurs ont réagi, peut-être pas forcément d'ailleurs comme vous l'attendiez. C'est quoi un peu vos retours d'expérience et ça, c'est une question pour chacun d'entre vous, d'essayer d'analyser. Alors, bien évidemment, pas de dupliquer, parce qu'on sait pertinemment que c'est le pire des exercices, mais en tout cas, déjà, avec un tout petit peu de recul, de comprendre le phénomène. Isabelle, t'as compris, toi, hein, je pense. Oui, bien sûr. Toi, t'as tout analysé. Non, mais chacun va compléter, mais il y a une espèce d'alchimie qui s'est passée entre, d'un côté, la puissance de Netflix partout dans le monde, de pouvoir sortir une série et communiquer de cette façon-là, mais là je vais laisser Damien parler là-dessus, qui s'est combiné avec une série qui parle aux gens. Comme Damien le disait tout à l'heure, c'est vrai que le personnage, on s'identifie à lui, il est très accessible, on a presque envie d'être dans son univers et de vivre avec lui. Et il y a eu une espèce d'immédiateté de ce phénomène-là. Omar, qui est phénoménal dans la série, il est juste incroyable, et il joue, et on a envie, pareil, de le suivre. Et puis, je crois que la série est réussie. Oui, non, bien sûr. Non, mais elle répond en tout cas aux attentes d'un public. Je pense qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes de la part d'un certain public, ou peut-être même de la part de tout le monde. Qu'est-ce que peut être un Lupin contemporain? C'est quoi Lupin aujourd'hui, etc. C'est quoi Lupin avec Omar Sy? Et je pense qu'on y a répondu de la bonne façon. Damien. Je pense que c'est une histoire universelle et qui est authentique en même temps. Donc à la fois elle est très accessible parce que les thématiques dont on parle qui sont dans la série, la magie dont on parlait, la dimension intime du personnage, c'est en fait un public partout dans le monde peut s'y identifier très facilement. Et en même temps, je pense qu'elle a cette authenticité et ce côté très français avec le panache parisien, le panache du personnage d'Omar qui nous rendait très confiants. Et puis c'est la preuve de quelque chose que nous on vit tous les jours, c'est que les bonnes histoires voyagent partout et trouvent ce public grâce à la façon dont Netflix fonctionne. Donc on était très fiers et très, très ambitieux pour la série, donc on est ravis de ce succès, mais je pense qu'on s'est aussi donné les moyens du succès, ce qui est très important dans un cas comme ça. Donc on a parlé d'Omar, je ne veux pas faire rougir Louis à côté, mais sincèrement, je pense que quand on travaille avec un réalisateur comme Louis, c'est essentiel, avec Gaumont, avec Georges qui est à l'écriture, on s'est aussi donné les moyens de créer cette série qu'on voulait être un grand succès pour la France. Louis, de votre côté, comment vous regardez ça? C'est vrai que la liberté et les moyens qui nous ont été accordés ont permis de faire vraiment ce qu'on voulait et vraiment de donner le meilleur de soi. C'est-à-dire que, évidemment, pour moi c'est intéressant parce que c'était la première fois que je réalisais en France une série en français, ou même un projet en français. Tous les films et les séries que j'ai réalisés étaient en anglais, même si je les réalisais au départ depuis la France. Donc de revenir, d'utiliser cette langue, je ne savais pas si j'arrivais à diriger des comédiens en français. Bon, après, au bout de 2 jours, je me suis dit, ok, c'est bon, ça, je peux y arriver. Mais oui, c'est ça. Ouais, vous allez voir, je vais vous dire 2-3 trucs, vous allez dire quoi, qu'est-ce qu'il a dit donc voilà, donc on avait... Et puis vraiment une équipe unie, un casting uni, tout ça, c'était très intéressant. Tout le monde travaillait de la même manière, en donnant vraiment tout ce qu'on pouvait pour arriver à ce que vous avez pu voir. Et je pense que le succès, c'est aussi grâce à vous, mais aussi surtout vraiment grâce à Omar. Omar a captivé le monde. On est en train de voir la naissance d'une superstar internationale. Et ça, on n'a pas vu souvent. C'est-à-dire que ça part souvent de pays anglo-saxons vers l'extérieur, mais de partir de France en français
et d'avoir une espèce de radiation générale, mondiale, ça se passe d'Omar, puis le reste du casting, parce que moi, beaucoup de gens me parlent d'Omar, mais aussi de Sufjan Guerab, Shirin Boutella, tout le monde justement, tous ces acteurs, Ludivine Sagné, Nicole Garcia, Clotilde Lem, tous ces gens-là. Pour certains, c'est clair qu'il y aura un avant et après. Non, mais complètement. Et Omar et moi, on se parle très souvent, quasiment tous les jours, et on ne se rend pas très bien compte de ce qui nous arrive. Surtout Omar. C'est vrai qu'Omar va rentrer, là, il est au Sénégal, il va rentrer dans un monde qui a complètement changé. C'est le monde d'Omar Sy. Et ça va être très très difficile pour lui. Je peux vous dire, il ne pourra plus jamais au restaurant, marcher dans la rue, c'est impossible. Surtout qu'il est lui qui, justement... Même dans des territoires où jusqu'ici, il pouvait marcher tranquillement. Le pauvre Omar, son invisibilité... Quand on ferme les 93, invisible, c'est compliqué. C'est ça. Autre élément, et ça, c'est plutôt pour vous cette question, Louis. Vous avez travaillé, et vous travaillez toujours sur des énormes machines hollywoodiennes, avec des budgets de 100 millions de dollars et autres. On sait le nombre de niveaux d'intervention qu'il peut y avoir. J'ai la sensation que là, ça a été une sorte de team assez resserré, qui a fait que les principes et les choix de direction, de décision ont été assez fluides et pas passés par tout ce millefeuille qui peut exister parfois dans des grosses machines, même d'action, où on part sur un super concept et on arrive avec quelque chose qui n'a plus d'identité. Là, j'ai un peu l'impression que tout le monde était d'accord assez vite, ou en tout cas progressivement sur le concept, et est allé tous dans le même sens, ce qui n'est pas forcément le cas dans des machines plus importantes. Je dis souvent... Tous les projets que j'ai faits aux États-Unis, à la moitié du tournage, on me dit de faire l'inverse de ce que j'ai fait. Voilà, c'est ça. Ce qui n'a pas été le cas sur celui-ci. Tant mieux, merci Damien, merci Isabelle, c'est très sympa. Non, en fait, dès le départ, on savait ce qu'on voulait faire, mais en fait, c'était assez flou. On avait... Je vais faire une métaphore française. C'est comme de la cuisine. Voilà, on avait plein d'ingrédients, super. Revenons à l'essentiel. Voilà, revient à l'essentiel. Nous étions les Bocuse du cinéma. Nous avions plein d'ingrédients. Vraiment, on avait un casting génial, un scénario extraordinaire, un pari qui nous a été ouvert. Et voilà, il fallait commencer à cuisiner et travailler ensemble. Moi, même si je suis le chef de cette cuisine, j'ai besoin justement de faire goûter mon plat un petit peu à Isabelle, un petit peu à Damien, et ça revient, et ça c'était bien, ça. Et on a vraiment ajusté. Surtout le prototype pilote au départ, on cherchait justement, vous parliez, quelquefois on était un petit peu trop dramatique, quelquefois un petit peu trop comédie. Alors, il fallait trouver ce juste équilibre qui, en fait, quand vous regardez Lupin, il est assez complexe, cet équilibre. Et c'est vrai, hein, il y a eu beaucoup, on avait aussi des monteurs exceptionnels, vraiment qui nous Selon proposaient... les choix des scènes prises, ça donne une bande-annonce totalement différente. Vraiment complètement. Et même le choix du montage, si vous commencez par un plan serré d'Omar, d'Hassan, ou un plan large, ça vous raconte quelque chose de complètement différent. On est avec lui ou on est c'est un regard extérieur. Et donc ça, c'est là où le dialogue est intéressant. Au lieu d'être l'élève qui présente à son maître, on était tous les élèves ensemble qui nous étions en train de travailler pour présenter quelque chose d'intéressant au public international. Voilà. Alors, il y a un autre élément qui a été intéressant quand j'ai échangé avec vous pour préparer ce rendez-vous. Isabelle, vous m'avez parlé dans les tentatives de décryptage du succès, de dire que peut-être cette série avait allié une identité très française à un ADN anglo-saxon. J'aimerais bien que vous développiez ça, parce que je trouve que ce regard est intéressant sur la série. Je pense que Georges Kay, dans son écriture, et probablement aussi beaucoup d'auteurs anglo-saxons, ont une écriture qui est une écriture parfois plus efficace, parfois moins cérébrale que notre écriture française. Voilà. En tout cas, c'est peut-être une tentative d'explication. Maintenant, je pense, et je reviens sur ce que disait Damien tout à l'heure, je pense que l'élément très important du succès, c'est vraiment l'universalité. C'est une revanche sociale, et je pense que ce genre de thématique-là est totalement universel et, en tout cas, explique peut-être sans doute une grande partie du succès. L'autre élément, et c'est peut-être une tentative d'explication, c'est que souvent quand on adapte une propriété connue, on n'a peut-être pas forcément la liberté de l'adapter aussi en tout cas librement qu'on l'aimerait, puisqu'il y a les ayants droit qui sont un peu les gardiens du temple.
Il se trouve que dans ce cas précis, il n'y a plus vraiment d'ayant droit, vu qu'on était dans un relatif domaine public, si je ne me trompe. On est dans le domaine public, après il y a toujours le droit moral. Voilà, mais est-ce que là aussi, c'est peut-être pas non plus aussi une explication par rapport à des noms ou à des personnages iconiques, le fait de se sentir avoir une page blanche à libérer des... Et c'est le concept créé par Georges Quay. Avec, effectivement, ça n'est pas Lupin, mais c'est Assane Diop, qui est voilà, qui vit dans le monde de Lupin. Et je pense que ce concept-là, c'est quand on a trouvé tous ensemble ce mouvement, ça nous a libérés et c'est devenu notre Lupin à nous. Et je pense que c'est l'élément qui nous a donné cette liberté. Le livre est finalement un des personnages principaux de ça, la série. Et ça, je pense que c'est très libérateur. Et en même temps, ça nous a vraiment permis de s'inscrire dans cette continuité d'esprit des romans de Maurice Leblanc. Et ce qui est intéressant, c'est dans une sorte de looping de l'histoire. Aujourd'hui, les livres s'arrachent. Exactement. Ouais. Donc c'est ça qui est assez drôle de voir que ça redonne un coup de... Mais c'est intéressant parce qu'évidemment, les livres ont été justement un peu notre guide vers la série. Mais il y a une double lecture, vraiment. Il y a des choses qui se passent dans le livre qu'on a détournées. Et c'est ça qui est intéressant. Justement, le public va pouvoir lire le livre, regarder la série. Ah, ça, c'était dans le livre. Ah, ça, ils l'ont détourné. Ah, justement, il y a une espèce de double lecture. Ce qui est intéressant aussi avec le personnage de Guérida, qui essaie de déchiffrer la méthode en lisant le livre, mais qui se fait avoir parce que justement, il n'a pas bien lu le livre. Et c'est ça, c'est la puissance de l'œuvre de Maurice Leblanc, de l'adaptation de Georges Quay, de l'interprétation d'Omar Sy. Voilà, c'est ça, justement. Cet amalgame vraiment de ce héros qui est connu vraiment du public français et pas tellement du public international, donc qui sert voilà, comme guide, mais guide flou. Et vous parliez d'appropriation, c'est là où le public s'approprie vraiment le personnage et cette série. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'avant 2012, les ayants droit voyaient d'un mauvais œil les mangas. C'est vrai. Voilà. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, puisque Lupin, par exemple. Les mangas Lupin. Les mangas Lupin, c'était quelque chose qui était un peu, ça les gênait un peu. Ils se trouvaient un petit peu décalés par rapport à ce qu'ils considéraient comme le monde originel de Lupin. Et je rajoute là-dessus, ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'on voit que des enfants qui ne connaissent pas Arsène Lupin demandent à leurs parents de leur acheter le livre. C'est ça aussi qui crée cette espèce de boule de neige autour même du patrimoine Arsène Lupin, c'est que ça permet aussi à une nouvelle génération de découvrir les livres. Et c'est intéressant ce que tu dis. En fait, on a créé quelque chose de familial. C'est rare, on a tous des enfants. On regarde nos séries ou nos films séparément de nos enfants. On regarde quelquefois leurs films. C'est difficile de leur série, c'est difficile de trouver un accord commun. Et avec cette série, dès le départ, vraiment dès le départ, on voulait faire quelque chose de familial. On voulait faire vraiment quelque chose sur la filiation. On voulait faire une série agréable en utilisant l'univers Lupin, le côté très sympathique d'Omar et parler d'un Paris réaliste mais un petit peu enchanté. Enfin, c'est réaliste, mais rarement on ne rentre pas au Louvre par ces grilles, je peux vous le dire. Ah bon? Oui, je vous le dis. Pourtant, mes enfants ont essayé. Les hommes et femmes de ménage ne rentrent pas par les grilles. C'est ça, c'est ça, exactement. Tout le monde va essayer. Damien, j'avais une dernière question pour vous. Dans la jeune histoire des Netflix originaux français, il y a eu des choix plutôt comédie et également beaucoup dans le genre. Clairement, Lupin, c'est loin de ces deux choix précis. Est-ce que le fait d'avoir évidemment l'accueil que reçoit Lupin aujourd'hui va faire un peu modifier votre grille de choix ou au contraire, le fait que Netflix ne cesse de monter en puissance fait que vous allez aborder de plus en plus de sujets et qui sait peut-être un pur drama romantique à la Bridgerton français. Comment vous allez passer la prochaine étape et un petit peu comment sur quelle grille vous allez fonctionner par rapport à vos prochains choix? Je pense qu'on garde cette liberté d'explorer les genres. Nous, on a eu le privilège de la jeunesse ces 4-5 dernières années qui permet justement d'explorer des genres différents et des histoires qui n'ont jamais été racontées en France, jamais traitées comme ça. Et donc ça nous tient à cœur d'être un peu cet endroit où il y a des opportunités pour des créateurs de concevoir des histoires qui n'existeraient pas forcément ailleurs. Et puis pour un public, de se laisser surprendre et embarquer par des histoires que parfois on ne voit pas à la télévision ou au cinéma français. Cela étant dit, je pense que
Lupin qui est un projet au long cours, hein, c'est 3-4 ans de développement quasiment quotidien, ça s'inscrit vraiment dans une envie de fond qui est celle d'un divertissement fédérateur et populaire. Donc on a, vous le disiez tout à l'heure, on ne va pas répliquer Lupin, on va continuer Lupin, on ne va pas le répliquer, mais par contre dans l'état d'esprit, c'est-à-dire cette capacité à être divertissant, à pas avoir peur parfois de sortir des carcans d'un certain réalisme, tout en ayant de l'authenticité, en étant pertinent, en ayant une vision sur le monde dans lequel on vit et le monde dans lequel on raconte. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de poursuivre. Et je pense que là, le succès ne fait que confirmer ce sillage pour les années à venir. Mais dans la deuxième partie de la série, quand il devient chasseur de vampires, c'est vraiment très intéressant. On va revenir à des choses. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, On a beaucoup hésité. on a beaucoup hésité. Et, Voilà. Pêcheur à la mouche, C'est ça, chasseur de vampires, c'est les On vampires. a vu ce genre de choses. Hein. Je me souviens d'un film américain avec Lincoln, de chasseur de vampires. Tout est possible, hein. Franchement, pour le coup. Cela dit, on parlait beaucoup des raisons du succès, mais de manière un peu comme ça, en ayant beaucoup de hauteur de vue. Si on la prend en hauteur d'épisode, je pense aussi qu'une des grandes réussites de la série, c'est qu'il y a des changements de ton, des changements de rythme, des changements d'intensité, d'intrigue dans chaque épisode. Et ça, je trouve que c'est vraiment une grande réussite de la série, c'est qu'on peut passer d'un épisode très dramatique à un épisode qui est quasiment comédie, à un épisode qui est quasiment un action thriller. Et ça c'est bon. Ça, encore une fois, c'est aussi la qualité de ce personnage que Georges a créé et la qualité de l'interprétation d'Omar qui peut emmener Hassan n'importe où. Mais je pense que c'est aussi un des grands plaisirs de la série, c'est que finalement, il pourrait se faire passer pour un chasseur de vampires s'il en avait besoin. J'ai réfléchi, je trouve que c'est très bonne idée, réfléchissons. Merci pour ce scoop pour la saison 2 peut-être. En tout cas là concrètement, on sait depuis quelques jours que la deuxième partie, les 5 derniers épisodes seront diffusés à l'été 2021. Bon, et on comprend bien, entre guillemets, que on va partir quelque temps avec Arsène Lupin. On espère. Il y a toutes les raisons pour que ça se passe comme ça. Ok. Ben, merci à vous, merci Isabelle, merci Louis, merci Damien et à bientôt pour une nouvelle édition des Sérimania. Rendez-vous.